Il existe une usine qui produit un matériau de construction plus dur qu'on ne le pense et plus ancien que la plupart des nations. Soumis à 1700 degrés K pendant 60 minutes, sa face non exposée n'a jamais pris un seul degré. Il obtient un score parfait de 0 au test de propagation des flammes. Il absorbe le dioxyde de carbone pendant son durcissement, devenant ainsi plus résistant chaque année depuis des siècles. Pendant 81 ans, le gouvernement américain a classé l'usine d'Alora dans la même catégorie légale que l'héroïne. Non pas en raison de sa dangerosité, mais parce que les industries qu'elle menace représentent 1820 milliards de dollars. Les archives ont ouvert leurs portes en 2016, dans une grotte creusée dans du basalte volcanique, dans l'État du Maharashtra, en Inde. Le complexe d'Alora est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre le 6e et le 11e siècle, 34 grottes ont été creusées dans une unique crête des collines de Sheronandri. La grotte numéro 12 abrite un monastère bouddhiste de 3 étages. Ses murs conservent des peintures murales et son enduit est encore intact. Or, lorsque Rajo Singh, de l'Archaeological Survey of India, a examiné cet enduit avec ses instruments, il a découvert quelque chose d'inattendu. Singh n'était pas le seul. En collaboration avec Melinda M. Sardizet, botaniste à l'université Dr Baba Saheb Ambedkar Maratha, les deux hommes ont soumis l'ancien enduit d'argile à la microscopie électronique à balayage, à la spectroscopie infrarouge, à transformer de Fourier et à la microscopie stéréoscopique. Les instruments ont révélé quelque chose d'indéniable. Des fibres, des pousses broyées, des fragments de feuilles et un bourgeon préservé étaient incrustés dans la matrice de plâtre. Toutes ces plantes appartiennent à la même espèce, le cannabis sativa, ou chanvre industriel, la même plante que les États-Unis ont classée au même titre que l'héroïne pendant près de 5 décennies. Leurs résultats, publiés dans la revue Current Science en mars de la même année, ont montré que le plâtre était composé d'environ 10% de cannabis. Mais la découverte la plus remarquable n'était pas ce que contenaient les parois, mais ce qui s'était produit grâce à elles. L'enduit à base de chanvre avait régulé l'humidité à l'intérieur de la grotte pendant 1500 ans. Il avait repoussé les insectes. Il avait contribué à sa résistance au feu. Et il avait survécu, intact, fonctionnel, et continuait de l'être pendant une période qui allait voir l'ascension et la chute d'empires entiers. La comparaison était éloquente. Les grottes d'Ajanta, également classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et ornées de peintures murales exceptionnelles, n'ont pas été réalisées avec un enduit à base de chanvre. Environ 25% des peintures d'Ajanta présentent des dommages causés par les insectes. Les peintures d'Alora, protégées par un enduit à base de cannabis, ont quant à elles été préservées. La revue Archaeology a fait état de cette découverte. Les preuves, validées par des pairs, étaient désormais publiées. Il ne s'agissait pas d'un bricolage rudimentaire. Les bâtisseurs de l'Antiquité avaient compris quelque chose de précis. Les fibres de chanvre mélangées au plâtre créaient un matériau composite qui gérait l'humidité, repoussait les insectes et résistait aux siècles. Ils l'avaient exploité au mieux. Et puis, le monde a oublié. Mais le microscope de Singh n'a révélé que la signature biologique, la chimie sous-jacente. Comprendre pourquoi ces murs se transforment en pierre exige des recherches d'un autre genre. Et tout commence non pas dans une grotte antique, mais dans une maison délabrée du nord de la France. En 1986, Charles Rassetti, maître maçon d'origine italienne, se trouvait à l'intérieur de la maison d'heures à Noggiur-Seine, face à un problème que les matériaux modernes ne pouvaient résoudre. Le bâtiment était une maison à colombage et en terre du XVIe siècle. 4 siècles d'histoire étaient contenus dans sa charpente et elle se dégradait, non pas à cause du temps, mais à cause des remplissages à base de ciment que les précédents restaurateurs avaient incrustés dans ses murs. Le ciment est rigide et imperméable. Et lorsqu'on scelle une charpente en bois conçue pour respirer,
On emprisonne l'humidité contre le bois. Le bois pourrit. Les murs s'effondrent. La restauration devient une cause de mort. Reti avait besoin de quelque chose de différent. Il lui fallait un matériau perméable à la vapeur d'eau qui évacuerait l'humidité au lieu de la retenir. Un matériau qui respecterait la fonction originelle du bâtiment. Il s'est tourné vers le chanvre, la moelle ligneuse de la tige, un matériau léger et poreux que les agriculteurs et les transformateurs de fibres rejetaient comme déchets agricoles depuis des siècles. Il la mélangea à de la chaux et à de l'eau. Ce fut la première utilisation moderne de l'amprette. Ce que Rossetti ignorait à ce moment-là, bien que la réaction chimique fût visible pour quiconque l'observait, c'est que ces murs reproduisaient un procédé ancestral. La chaux est fabriquée en chauffant du calcaire entre 800 et 900 degrés, ce qui libère du dioxyde de carbone. Mélangée à du chanvre et à de l'eau, puis appliquée sur un mur, la chaux réabsorbe lentement le dioxyde de carbone atmosphérique, se transformant à nouveau en carbonate de calcium et redevenant ainsi du calcaire. La formule est simple. L'hydroxyde de calcium et le dioxyde de carbone donnent du carbonate de calcium et de l'eau. C'est pourquoi l'amprette ne sèche pas. Elle se minéralise. Il ne durcit pas en quelques jours ou semaines, mais sur des années, des décennies, grâce à la même chimie de carbonatation qui avait préservé les murs d'Allora pendant 15 siècles. L'œuvre de Reti ne s'est pas limitée à un seul bâtiment. France Perrier, considéré comme le co-créateur du matériau moderne, a contribué à l'élaboration de sa formulation. En 1988, Yves Koen a fondé la société Canosmos et conçu un système de coffrage mobile permettant de construire des maisons entières en imprette. En 1989, Chandre fut le premier chantier de construction neuve en France, utilisant le produit commercial Hemprette. En 1988, la coopérative La Chamrier fonda l'association Construyer Ancra et Weyabert Traticole, mit au point des liants à la chaux formulée, fruit de 20 ans de recherche et développement. L'imprette était née d'une nécessité pratique. Les restaurateurs français ne cherchaient pas à sauver la planète, mais des maisons vieilles de 400 ans. Ils ont alors découvert que la chaux, un produit chimique ancestral associé au chanvre, un sous-produit agricole souvent négligé, permettait de créer un matériau qu'aucun matériau synthétique moderne ne pouvait égaler en termes de respirabilité, de gestion de l'humidité et de durabilité. Les murs de Reti respiraient. Ils ne pourrissaient pas. Ils ne moisissaient pas. Mais il faudrait encore 3 décennies pour prouver s'ils pouvaient résister au feu, au vrai feu, celui qui tue 2700 Américains chaque année. Le 9 juillet 2024, dans les laboratoires Intertech de York, en Pennsylvanie, un homme nommé Cameron McIntosh a vu un mur brûler. McIntosh est le président de Mary Shaver, une entreprise basée à Allentown, en Pennsylvanie. Il a utilisé le chanvre pour la construction de plus de 50 bâtiments. Il a obtenu une subvention de 1,9 million de dollars du programme SBIR, phase 2, de l'armée américaine, spécifiquement pour répondre à une question débattue depuis des années par la communauté des constructeurs de bâtiments en chanvre, mais jamais testée formellement selon la norme américaine la plus exigeante. L'enduit Hemprette peut-il réussir un test de résistance au feu ASME 119 à échelle réelle? Le mur, d'une épaisseur de 30,5 cm, 12 pouces, a été recouvert d'un enduit Hemprette projeté avec un plâtre à la chaux, monté sur un cadre d'essai soumis à une charge structurelle. Le four s'est enflammé. La température a atteint 927 degrés. Il 790 °. Le test a duré 60 minutes. Le mur a résisté. Aucune pénétration des flammes, aucune défaillance structurelle. Puis vint le test au jet d'eau. Un jet d'eau à haute pression contre la surface chauffée par le feu, conçu pour simuler simultanément le choc thermique et les contraintes structurelles. Le mur a passé le test avec succès, et voici la donnée qui a mis fin aux discussions. La face non exposée de ce mur,
celle qui représente l'intérieur de la maison, n'a jamais dépassé d'un seul degré la température ambiante. Une température de 1700 degrés Celsius d'un côté et la température ambiante de l'autre pendant 1 heure. Macintosh a déclaré par la suite « Ce résultat confirme une conviction largement partagée par les constructeurs de maisons en chanvre quant à l'impressionnante résistance au feu d'une maison en chanvre bien construite. » Il s'agissait du premier essai au feu à grande échelle, selon la norme ASME 19 jamais réalisée sur du chanvre aux États-Unis. Mais ce n'était pas le seul résultat d'essai inattendu. 4 ans plus tôt, le 15 février 2020, la société Empture avait soumis Lampreth à un test ASME 84, évaluant ses caractéristiques de combustion en surface sur une échelle de 0 à 450. Le résultat fut un chiffre quasi inédit lors des essais de résistance au feu, 0. L'indice de propagation des flammes était nul. L'indice de dégagement de fumée était également nul. Sous l'effet direct des flammes, seul un léger carbonisage superficiel a été observé. Aucune combustion, aucune fumée, aucune gouttelette incandescente, aucun composé toxique n'a été libéré. Dans un pays où 96% des bâtiments résidentiels sont construits à ossature bois, où les incendies domestiques causent environ 2700 décès et 7 millions de dollars de pertes. 3 milliards de dollars de dégâts matériels chaque année. Lampreth s'est avéré être un matériau de construction quasiment ininflammable. Et ce matériau ne se contente pas de résister au feu, il résiste également à l'atmosphère. En 2020, le Dr. J.H. Hurd, de l'Université du Colorado à Boulder, a publié une étude dans le Journal of Cleaner Production avec William S. Les travaux de Nelson et Will V. Schrewar III ont révolutionné la conception des murs. Earhart a modélisé le bilan carbone du cycle de vie complet de Lampreth et a constaté qu'il pouvait atteindre un bilan carbone net de 16 kg d'équivalent CO2 par unité fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'un matériau à faible émission de carbone, ni même d'un matériau neutre en carbone, mais d'un matériau à émission négative. Le mur absorbe plus de dioxyde de carbone que n'en émet l'ensemble de sa chaîne de production. Les chiffres sont frappants. L'empreinte carbone d'un mur en chanvre est d'environ 35,5 kg de dioxyde de carbone par mètre carré. Un mur creux standard, à isolation équivalente, affiche une empreinte de plus 178,3 kg par mètre carré. Cela représente une différence de plus de 100 kg de dioxyde de carbone par mètre carré de mur. De quoi nous inquiéter? Je me suis demandé si nous pouvions rêver plus grand et repousser les limites de nos connaissances en matière de conception de bâtiments. Prenons l'exemple d'un matériau de construction qui obtient un score nul au test de propagation des flammes et qui absorbe le dioxyde de carbone lors de sa transformation en pierre. Ce matériau régule naturellement l'humidité intérieure entre 40 et 60% d'humidité relative. Ce produit présente une plage optimale pour la santé humaine, car son liant à base de chaux possède un pH d'environ 12, suffisamment alcalin pour empêcher la prolifération des moisissures. Fabriqué à partir d'une plante qui atteint 4 mètres de hauteur en 4 mois grâce à la seule eau de pluie, il ne nécessite pratiquement aucun pesticide. La question n'est plus de savoir s'il est efficace. La question est de savoir pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. La réponse n'est pas scientifique, mais économique. Et tout commence avec un homme nommé Harry Anslinger. Avant 1937, le chanvre était une culture agricole américaine courante. George Washington en cultivait à Mount Vernon. Le mot marijuana ne figurait dans aucun dictionnaire américain officiel. Puis, une simple loi a transformé l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde en substance illicite. L'astuce résidait dans le langage. La loi de 1937 sur la taxation de la marijuana, résolution 6906 de la Chambre des représentants, utilisait le terme espagnol familier marijuana au lieu de cannabis ou chanvre. Cette substitution
était délibérée. Elle permettait d'éviter que la plupart des Américains ne reconnaissent la plante visée, celle-là même que leurs agriculteurs cultivaient depuis des générations. L'instigateur de cette opération était Harry G. Anslinger, premier commissaire du Bureau fédéral des stupéfiants, poste qu'il occupa de 1930 à 1962, soit une durée sans précédent de 32 ans. Il avait été nommé par le secrétaire au Trésor, Andrew Mellon, qui était l'oncle de l'épouse d'Anslinger. Mellon était également considéré comme l'homme le plus riche d'Amérique et un important bailleur de fonds de DuPont par le biais de la Mellon Bank. DuPont a breveté le nylon le 16 février 1937, année où la loi fiscale a été rédigée. Brevet américain, une numéro 271-250. Coïncidence? Les historiens restent partagés. Un article universitaire de 2025, publié dans la revue Addiction, soutient que le racisme et le puritanisme de El Beco Adada, époque de la Prohibition, ont été les principaux facteurs et que Pana Anslinger a joué un rôle moins central dans El Pana adoption de cette loi que ne le laissent entendre les récits historiques populaires. Qu'il s'agisse d'un complot orchestré ou d'une simple coïncidence, le résultat est le même. Les propres écrits d'Anslinger, extraits de ses archives données à l'Université d'État de Pennsylvanie, ne laissent aucun doute sur la nature de cette campagne. Il y affirme qu'il y a 100 000 consommateurs de marijuana aux États-Unis, majoritairement des Noirs, des Hispaniques, des Philippins et des artistes. Il affirmait que leur musique satanique, le jazz et le swing, étaient le fruit de la consommation de marijuana. Il tenait une collection qu'il appelait son « dossier sanglant », des histoires sensationnalistes, tirées presque exclusivement de la presse à scandale de Hearst. Les chercheurs, qui ont vérifié les faits, estiment qu'aucun de ces dossiers sanglants des années 1930 n'est exact. Popular Mechanics avait déjà préparé la réfutation. Leur numéro de février 1938, volume 69, numéro 2, page 238, titrait « Le chanvre, une nouvelle culture à 1 milliard de dollars », promettant plus de 25 000 produits. L'article avait été rédigé au printemps 1937, avant l'entrée en vigueur de la loi fiscale le 1er octobre. Il parut juste au moment où la prohibition mettait fin à cette culture. La porte fut définitivement fermée 33 ans plus tard. La loi de 1970 sur les substances contrôlées a classé tout le cannabis sativa dans la catégorie 1, la plus restrictive, sans faire de distinction entre le chanvre et le cannabis. En vertu de cette loi, un agriculteur souhaitant cultiver du chanvre devait s'enregistrer auprès de la Drug Enforcement Administration, DEA, se soumettre à une vérification des antécédents par le FBI, installer une clôture de sécurité et faire l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24. Un seul producteur dans l'histoire des États-Unis a réussi à s'enregistrer pendant toute la période de prohibition qui a duré 81 ans. Le cadre réglementaire est resté inchangé. Aucun code du bâtiment n'a été rédigé pour l'empreinte. Aucune norme ASM n'a été élaborée. Aucun barème d'assurance n'a été publié. Le matériau existait dans un vide juridique, non pas explicitement interdit, mais systématiquement effacé de tous les systèmes nécessaires à la construction d'une maison légale. Sans code, pas de permis. L'absence de permis impliquait l'absence d'assurance. Sans assurance, pas de prêt hypothécaire. Pendant 48 ans, la plante a été classée dans la même catégorie juridique que l'héroïne. Une vérification des antécédents par le FBI était requise pour cultiver une plante que le premier président cultivait dans sa propriété. Aucun code, aucune norme, aucun dispositif d'assurance n'ont été publiés, créant ainsi un mur invisible d'absence de réglementation plus efficace que n'importe quelle interdiction explicite. Ils vous vendent de l'isolant en fibre de verre contenant des liants à base de formaldéhyde, classé comme cancérogène avéré pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, et l'installent dans 90% des foyers américains. Ils n'avaient pas besoin d'interdire l'empreinte. Ils se sont simplement assurés qu'il ne figure jamais dans les normes. Les industries qui en profitent
sont loin d'être négligeables. Le marché mondial du béton a atteint 1820 milliards de dollars en 2024. Le ciment représente à lui seul 384 milliards de dollars. Le marché américain de l'isolation en fibre de verre totalise 2,52 milliards de dollars. Plus de 4,4 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année, générant environ 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, soit plus que le secteur aérien. Quant aux ingrédients de base de l'emprête, chanvre, chaux et eau, ils sont naturels et non potentiodés à l'état brut. On ne peut pas construire un fossé de brevets autour du calcaire et d'une mauvaise herbe. Le matériau est structurellement peu attrayant pour tous les fabricants établis dont le modèle économique repose sur des formules exclusives et des chaînes d'approvisionnement contrôlées. Pendant 81 ans, ce rempart a tenu. Puis, en décembre 2018, un sénateur du Kentucky a signé une loi avec un stylo en chanvre. Danny Desjardins-Lelay avait 12 ans lorsqu'il a commencé à travailler dans le bâtiment. À 40 ans, il avait travaillé sur d'innombrables chantiers. Il ne s'était jamais senti particulièrement attaché à aucun d'eux. Tout a changé dans la réserve indienne de Lower Sioux, à Morton, dans le Minnesota. Dejar est un membre inscrit de la communauté indienne de Lower Sioux, les Kanayapis. Il est chef de projet pour la construction de bâtiments en chanvre industriel au sein de la tribu et dirige le Green Buffalo Institute. Le problème qu'il devait résoudre était bien réel. Des moisissures proliféraient dans les murs de ses voisins. Il s'agissait de factures annuelles de propane de 5 000 $ pour des logements sociaux si mal construits que la chaleur s'échappait par toutes les surfaces. Il s'agissait d'une réserve où il manquait environ 200 maisons, et les habitations existantes rendaient les habitants malades. En 2017, la tribu a rejoint le programme pilote de chanvre de l'État du Minnesota. Ce qui avait commencé comme une expérience de culture s'est transformé en une révolution dans le secteur de la construction. En 2023, la tribu Lower Sioux avait construit la première maison en chanvre du Minnesota, un duplex utilisant 3600 kg de chanvre, grâce à l'installation du système Hempret en seulement 3 jours. En 2024, ils avaient inauguré une usine de transformation du chanvre d'une valeur de 2,3 millions de dollars, destinée à la production annuelle de blocs et de panneaux. En 2025, ils avaient reçu une subvention de 5 millions de dollars de l'EPA pour rénover 30 maisons et annoncer leur intention de construire 200 nouvelles maisons en chanvre, avec la main-d'œuvre tribale et en utilisant du chanvre cultivé sur leur propre terre. La même année, le Minnesota est devenu le premier État américain à adopter officiellement le Code de la construction en chanvre, notamment grâce au projet de Lower Sioux. Desjardins a été nommé finaliste du prix Ivory 2025 pour l'innovation dans le logement et a figuré dans le documentaire Green Buffalo de Patagonia. Joey Goodender, coordinateur du chanvre pour la tribu, a résumé la situation ainsi. Voir le projet passer de la graine au mur est l'une de mes plus grandes réussites. Earl Pendleton, ancien membre du conseil tribal et pionnier du chanvre au début des années 2010, y voyait un potentiel plus vaste. Il s'agissait de la création de Joe Bay. Il s'agissait de notre jeune génération qui va à l'université et revient avec des diplômes en design et en architecture. Mais c'est Desjardins-Lelay qui a trouvé les mots qui relient 15 siècles de chimie à l'avenir d'une seule communauté. Il a dit, traditionnellement, nous étions semi-nomades et suivions les troupeaux de bisons, utilisant chaque partie de l'animal. Avec l'emprête, nous utilisons chaque partie de la plante et revenons à des méthodes plus naturelles. De la graine à la souveraineté, ce n'est pas un slogan, mais un programme de construction. Et puis, il a dit quelque chose qu'aucune donnée, aucun test de résistance au feu, aucun modèle carbone ne peut reproduire. Il a dit « Je ne veux plus construire autrement. Je ne veux construire qu'avec du chanvre. Voici donc ce qui existe aujourd'hui. Le chanvre est composé de 3 ingrédients. La tige de chanvre, la partie ligneuse intérieure de la tige, mélangée à de la chaux et de l'eau dans un rapport d'environ
4,1 en volume. Ce mélange est ensuite compacté dans un coffrage autour d'une structure en bois ou en acier. N'étant pas porteur, le chanvre sert de matériau de remplissage isolant. Son poids est environ 17 fois inférieur à celui du béton conventionnel. Un mur de 30 cm d'épaisseur offre une résistance thermique, valeur R, de 20 à 30, suffisante pour isoler durant un hiver du Minnesota. Le cadre juridique a évolué. La loi agricole de 2018 a retiré le chanvre de la liste des produits agricoles réglementés, le classant ainsi comme produit agricole ordinaire et lui permettant de bénéficier de l'assurance récolte des programmes d'aide aux sinistrés et des services bancaires commerciaux. Le Code international du bâtiment résidentiel de 2024 inclut l'EMPRET en annexe BL, comme isolant biocomposite non structurel pour les maisons individuelles et jumelées. Le Minnesota l'a adopté en premier, en 2025, mais l'ajout d'annexes au Code international du bâtiment résidentiel, IRC, est facultatif. La plupart des États suivent leur cycle d'adoption triennal. Aucune norme ASM définitive n'a été publiée. L'assurance demeure un obstacle pratique. Les matériaux sont disponibles dès maintenant. Le chanvre provient de US Hemp Herd, Tiger Fiber Hemp et Bulk Hemp Warehouse. Les liants à base de chaux sont fournis par Limeworks. Il s'agit de leur liant écologique à base de chanvre. Platinum est un produit 100% américain, sans ciment Portland. Des blocs préfabriqués sont disponibles chez Iso Hemp et Hemp Block USA à environ 14 $ le pied carré. Le coût total des murs en Hempret se situe aujourd'hui entre 12 et 18 $ le pied carré, contre 5 à 10 $ pour une ossature traditionnelle en fibre de verre. L'écart est réel et se réduit progressivement avec la maturation des chaînes d'approvisionnement locales. Il est important de connaître les limites du Hempret. Il ne supporte pas les charges structurelles et nécessite une ossature. De plus, il ne doit pas être en contact direct avec le sol. Des fondations surélevées et imperméables, munies d'un pare-vapeur, sont indispensables. Les murs doivent sécher pendant au moins 4 à 6 semaines à l'abri de la pluie. Seuls les enduits ou plâtres à la chaux respirants sont autorisés. En aucun cas le vinyle, la peinture ou le plâtre ciment. Appliquer une finition imperméable sur un mur en chanvre détruit les propriétés chimiques qui assurent sa résistance. Un matériau qui a survécu 1500 ans dans une grotte indienne qui obtient un score nul au test de propagation des flammes, qui absorbe le dioxyde de carbone en se solidifiant en pierre et qui empêche naturellement la moisissure qui infeste près de la moitié des foyers américains. Ce matériau est fabriqué à partir d'une plante qui pousse en 4 mois grâce à la pluie, sans pesticides, et dont la culture était illégale aux États-Unis jusqu'à il y a 6 ans. Le code est rédigé. Les études scientifiques sont publiées. Les images des essais au feu existent. La question n'est plus de savoir si l'Hempret fonctionne, mais si vous exigerez le droit de construire avec. Ils l'ont classé au même titre que l'héroïne. Ils l'ont omis des codes. Ils vous ont donné de la fibre de verre et du cuir formol et ont appelé cela le progrès. Maintenant, vous savez ce qu'ils ont caché.